Bonsoir à tous. Merci d'être tous présents aussi nombreux pour cette table ronde et merci à vous d'intervenir ce soir. Donc, comme dans tous les écosystèmes ou les domaines bien précis, il y a des mots de vocabulaire qui seront sûrement précis aussi. Donc, n'hésitez pas à les écrire sur vos notes ou juste à les garder en tête pour si jamais vous voulez en discuter après. Euh, la quête commence par le questionnement et après l'approfondissement, donc n'hésitez vraiment pas. Euh, Merci. On va commencer par le thème, le titre qui est comment se lancer dans une industrie qui est en perpétuel changement comme le Web3. Pour cela, encore merci de venir intervenir et je vous laisse vous présenter de la façon la plus exhaustive possible de votre début jusqu'à aujourd'hui sur ça. J'ai l'impression qu'on commence par la droite. Bon, moi, c'est Axel. Je travaille à Kaiko. C'est une entreprise de, euh, de collection de données autour des échanges centralisés, des échanges décentralisés. Un échange centralisé, c'est Binance, c'est Coinbase. Et un échange décentralisé, généralement, c'est un exemple Uniswap ou Balancer ou Curve. Et du coup, le travail de Kaiko, c'est de collecter la donnée, de la normaliser et de la redistribuer sur les différents channels de distribution qu'elle propose à ses clients. Et du coup, moi, comment j'ai rejoint Kaiko? J'ai rejoint Kaiko en troisième année, j'étais à l'ESILV. Et j'ai fait mon premier stage de 3 mois en rencontrant une personne qui travaillait à Kaiko à l'ETHCC. Donc, l'ETHCC, c'est une conférence un peu annuelle qui rassemble toutes les personnes qui s'intéressent à l'écosystème d'Ethereum, que les personnes qui va se présenter, d'ailleurs, organisent, aident à organiser. Euh, et donc, du coup, j'ai rejoint Kaiko. C'était en 2020. Depuis, je suis toujours resté à Kaiko. J'ai fait plusieurs stages, du freelance. Et maintenant, je suis full-time avec Kaiko et mon travail, c'est d'assurer le monitoring de la data availability et la data quality de chacun de notre univers de distribution et de m'assurer que les clients qui consomment la data sont satisfaits de la data en question. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Carolina. J'ai fait un master en cybersécurité à Télécom Sud Paris. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps à Cryptosphère ces dernières années. Ce qui m'a mené à faire actuellement une thèse en sécurité informatique globalement entre Ledger et Télécom. Et voilà, donc je suis actuellement à Ledger depuis un peu plus d'1 an et demi. Et donc Ledger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui fabrique des hardware wallets principalement, dans lesquels vous pouvez stocker vos clés privées. Et, Bonjour à tous, je m'appelle Augustin, je travaille chez Comet, une petite startup à Paris qui fait un jeu sur la blockchain et de la code abstraction en 2D. Je travaille en tant que data analyst chez Comet et mon parcours, je me suis retrouvé là un peu par hasard, par le hasard des rencontres et de la situation. Pendant le Covid, j'avais beaucoup de temps libre et je me suis pas mal passionné pour la blockchain. À l'époque, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis qui était lead développeur chez Ledger, qui m'a communiqué cette passion pour la blockchain. Et j'ai passé la majorité de mon temps libre pendant 1 an à bosser sur la data dans la blockchain, ce qui m'a permis de dégoter ce job chez Comet en tant que data analyst, qui en réalité, en fait, je gère toute la data. Ça va de data engineer à data analyst. Voilà. Bonsoir à tous, moi c'est David Pchiri, je suis le président de XRPL Commons. Euh, je vous raconterai ce que fait Commons dans une minute, mais avant ça, deux mots sur ce qui m'a amené ici. J'ai fait un peu plus d'une dizaine d'années d'entrepreneuriat, j'ai monté plusieurs boîtes, toujours dans la tech. Une d'entre elles m'a amené aux États-Unis, à San Francisco, j'ai passé quelques années. Euh, c'est à l'occasion de ce temps passé aux États-Unis que j'ai découvert la blockchain dans le cadre d'études pour des grands groupes qui aimaient savoir ce que la techno pouvait faire pour eux, et la blockchain en particulier. C'était en 2018-2019. C'était un peu tôt, mais moi, ça m'a éveillé la conscience sur le potentiel de la blockchain et sur le fait que beaucoup de gens utilisaient, enfin, beaucoup de boîtes utilisaient la blockchain, mais pas forcément pour ce qu'elle pouvait faire de mieux. Et donc, en rentrant en France, j'ai commencé à réfléchir à comment on pouvait aider les entrepreneurs à utiliser la blockchain à bon escient. C'est ce qui m'a créé XRPL Commons, qui est une fondation établie à Paris, qui accompagne
des entrepreneurs, des développeurs, des chercheurs dans leur parcours, dans la blockchain. Et l'idée, c'est de créer le maximum d'opportunités pour des gens qui ça intéresse pour qu'ils puissent faire carrière dans ce domaine-là, soit des opportunités d'entrepreneuriat ou des opportunités pour rejoindre des projets déjà constitués et de les accompagner avec du financement, du mentoring et ce genre de programme. Donc, voilà, on se situe à la croisée des chemins entre la recherche, parce que la blockchain, ce n'est pas un sujet complètement sec et établi, c'est encore un sujet qui est dans les labos, entre la recherche et l'industrie, et pour ça, il y a 1000 choses à faire. Ravi d'être là. Bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Ethan Safar, j'ai 23 ans et bon, pour faire simple, je suis également un entrepreneur. J'ai monté ma startup il y a 2 ans. On a lancé en fait, c'est une fintech, donc on est dans tout ce qui est secteur du paiement. Et donc c'est une boîte qui intègre la technologie de la blockchain en interne pour pouvoir justement permettre aux entreprises de se payer entre elles, de simplifier ces process-là et de gérer notamment un problème majeur qu'elles rencontrent qui est du coup les retards de paiement. Le projet, il est né de façon très simple. Il est né lors d'un hackathon Web3 qui a été organisé du coup, en novembre 2022, à partir duquel on a voulu tester le POC. On a gagné ce hackathon. 6 mois après, on participe à la Paris Blockchain Week, salon de plus de 10 000 personnes. On remporte, on finit premier avec le sponsor Solana. Et du coup, à ce moment-là, on se dit que ça vaut le coup de lancer le projet. C'est comme ça qu'est née du coup la boîte Pay Consent. Et à la suite de ça, voilà, tout s'est accéléré. On a intégré Station F, le plus grand campus de start-up au monde. Et, euh, et voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, je vous parle de ça juste pour peut-être vous éveiller à des perspectives pour ceux qui aimeraient entreprendre. En tout cas voilà. Donc, le projet que j'ai lancé est né comme ça. On le pousse depuis maintenant à fond, un peu plus de un an et demi. On a les premiers clients, ça se passe bien. On a forcément des petits sujets, mais c'est comme dans tout, donc c'est super intéressant, enrichissant. Si jamais, pour vous situer, je suis le PDG de la boîte. Et qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai lancé des petits projets aussi à droite à gauche. Un projet dans l'IA qui a explosé également, que vous avez peut-être sûrement déjà utilisé si vous utilisez ChatGPT, donc c'est assez cool. Euh, Plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs sur le produit. Enfin voilà, si ça vous intéresse, on pourra en parler. Là, on va rester sur la blockchain. Donc voilà. Super intéressant parce que vous avez des profils qui sont assez différents, mais aussi très complémentaires. Donc, sur ce thème d'opportunités dans le Web3, dans cette industrie-là, je voulais discuter d'un cercle vicieux qu'on a sûrement tous un peu connu. C'est pour avoir de l'expérience, il faut obtenir un emploi, mais pour avoir de l'emploi, il faut de l'expérience. Comment on fait pour briser ce cercle-là, pour avoir de l'expérience sans avoir un emploi, si c'est possible? Et pour ça, bah, Ethan, j'aimerais bien que tu puisses répondre à cette question. Est-ce que tu penses que il faut sécuriser plus son avenir avec l'école, ou est-ce qu'il faut aussi penser en parallèle de l'école à euh, entreprendre et devenir entrepreneur? Ouais, c'est la meilleure des questions, et surtout pour un mec comme moi. En fait, moi, pour vous projeter, moi, je suis un peu l'échec du système français. Et en fait, j'ai suivi j'ai fait partie de la première promo de Parcoursup. Et du coup, ça justifie rien. Mais en tout cas, j'ai quand même rien eu sur la plateforme, malgré mon bac scientifique, malgré quasiment la mention de bien au bac. Donc, j'ai rien eu. Et donc, par rapport à ça, du coup, à la question comment faire pour sécuriser, pour avancer, pour se développer, est-ce qu'il vaut mieux trouver un moyen d'avoir un job stable ou alors entreprendre direct? Moi, je vais être assez du coup rentre dedans. Je vais dire que l'école, ça sert à rien. Et que je pense sincèrement que en fait, le plus important pour moi, si on veut se construire un avenir, c'est c'est de travailler pour soi-même. Aujourd'hui, moi, je ne colle pas du tout le modèle éducatif traditionnel. J'arrive pas à rester devant un professeur qui me parle, qui m'explique un cours. J'ai besoin d'être actif dans ma démarche. Et du coup, de ce point de vue-là, bah, comme j'étais jeté et que j'ai rien eu, je me suis dit tout de suite, bah, ok, bah, je vais entreprendre. Je vais monter mes premiers projets, je vais voir ce qui se passe. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et donc très tôt, en fait, bah, j'ai commencé à tenter des trucs, des petits projets à droite à gauche. Alors la plupart, ils ont tous échoué. Il y en a certains pour lesquels j'ai réussi à gagner un peu d'argent, mais c'était pas non plus le projet du siècle. Mais une chose dont toute cette aventure-là, en tout cas jusqu'à maintenant, ça m'a appris, c'est que finalement, on, comment dire, moi, je conseillerais activement à tout le monde d'apprendre pour soi-même, de se faire plaisir, d'aller pour ça, parce que finalement, le vrai risque,
c'est de travailler, pour moi, en tout cas à mon sens, hein, travailler pour une boîte qui ne va pas nous pousser au max du max. Je ne sais pas c'est quoi vos ambitions dans la vie. Moi, en tout cas, je rêve grand. Et, euh, et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, bah, on va y aller, quoi. Et donc, step by step, j'ai lancé des trucs, j'ai appris beaucoup, beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, je suis content parce que je sais que maintenant, ma vie, quand je veux, je pourrais, si j'ai besoin, je peux toujours bosser, me faire beaucoup d'argent, plus que la normale, alors que j'ai pas de diplôme, alors que je suis pas non plus un génie ou quoi que ce soit. Mais n'empêche, aujourd'hui, je sais que je gagnerai mieux ma vie que la plupart des gens qui sont dans des boîtes parce que j'ai monté en, dans la chaîne en faisant mon propre chemin. Donc c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, je pense sincèrement que quitte à investir du temps et des efforts quelque part, à la fin, vous allez forcément réussir très bien, que ce soit dans une structure, en étant salarié ou dans l'entrepreneuriat. Moi, mon conseil, c'est lancez vos projets, vous réussirez mieux, vous serez plus épanoui et vous gagnerez beaucoup plus. Je te laisse prendre le relais sur ça. Euh, alors moi, je ne vais pas être tout à fait du même avec toi, Ethan. Euh, Après 15 ans d'entrepreneuriat, je pense que ce que j'ai appris, c'est que c'est dur et que tout le monde ne va pas être entrepreneur. On peut se le dire, on peut essayer, on peut tenter des choses. L'entrepreneuriat, c'est l'idée de croire en soi et de se dire on se donne à fond dans un projet. Euh, mais à mon avis, tout le monde n'a pas une vocation à être entrepreneur. Si je reviendrai sur l'entrepreneuriat dans une seconde, mais juste pour répondre à ta question, comment se faire une expérience avant même d'avoir une expérience dans le monde du travail. Je pense que vous avez tous des passions, vous avez tous des sujets qui vous intéressent, qui vous motivent, et il faut prendre ces passions et il faut aller au bout de ces passions. Moi, je suis rentré dans l'informatique à 13-14 ans, j'avais une passion, c'était le graffiti, et j'ai commencé à coder à 13 ans pour créer un site internet qui répertoriait tous les graffitis de Paris. Et ça m'a vu quelques déboires, mais ça m'a permis de créer une plateforme, euh, mettre à profit des nouveaux skills, des choses que je ne connaissais pas du tout, juste parce que j'avais une motivation, c'était d'avoir voilà, un produit fini, et ça m'a permis de développer plein de talents. Et ça, à 14 ans, j'ai reçu une offre d'emploi d'une boîte qui ne savait pas que j'avais 14 ans, mais qui était prête à m'embaucher dans le sud de la France pour coder des sites internet chez eux. Ça, à mon avis, c'est un truc qui se reproduit. D'ailleurs, moi, je reproduis dans d'autres cas de figure. Mais si vous avez quelque chose qui vous passionne, en fait, apprenez, mettez-le en pratique, trouvez des moyens de créer autour de ça. Vous allez apprendre une tonne et vous allez pouvoir en plus revendiquer de l'expérience avant d'avoir de l'expérience professionnelle. Euh, Surtout, soyez pas honteux de ce que vous faites. L'expérience, ça vient aussi beaucoup de ce qu'on ose faire, de comment on en parle. En France, on travaille pas énormément. Alors, ça dépend dans quel cursus vous êtes, mais en France, il se trouve qu'on ne travaille pas énormément la confiance en soi à l'école. Et dans le système anglo-saxon, on travaille ça énormément. Donc, un truc que j'ai appris en vivant aux États-Unis, c'est croyez en vous-même. Parlez de ce que vous faites, ça va vous générer des opportunités. Je donne une toute petite anecdote, mais mon premier vrai job, c'était un job d'été, c'était développer des sites internet. Mon père m'a dit appelle cette personne de ma part. J'ai appelé une dame qui s'appelait Claudine. Je l'appelle et je dis voilà, je vous appelle de la part de Jacques Piry. Je ne connais pas de Jacques Piry. Ah bon, bah, désolé, voilà, mon père m'a dit de vous appeler, donc je trouve un peu con comme ça, déranger cette dame qui ne sait pas qui je suis ni ce que je fais. Il dit mais qu'est-ce que vous voulez? Je dis bah, je sais pas, moi je fais des sites internet. Mon père m'a dit que ça pouvait vous intéresser. On m'a dit ah oui, bien sûr, on recrute, on a besoin de développeurs. Rendez-vous, elle m'a donné rendez-vous le surlendemain. J'ai retrouvé, j'avais mon premier job. J'ai fait un site internet pour l'ordre des notaires. Super, j'ai gagné énormément d'argent, plus que je n'avais gagné avant dans ma vie. Et en fait, quand j'ai hurlé sur mon père en lui disant mais pourquoi tu me mets dans un traquenard comme ça, cette femme, elle ne s'est pas quittée. Je passe vraiment pour un. Elle a dit mais si je t'avais dit de l'appeler sans que moi je la connaisse, tu l'aurais jamais appelé. Ce qui était vrai, parce que je n'osais pas et j'aurais pas osé le faire. Donc ça m'a appris une leçon incroyable qui est il faut oser, il faut juste sortir de sa zone de confort. Parfois, ça peut être compliqué, parfois on a peur de se prendre une porte. Ce que j'ai appris en tant qu'entrepreneur, et je te rejoins là-dessus, c'est qu'on peut échouer, on peut se prendre 10 portes. Il y en a au bout d'un moment une qui va s'ouvrir. Donc sur l'expérience, croyez en vous-même, parce que vous êtes les mieux placés pour le faire, et
tester des choses, essayer des trucs, soyez un peu fous, sortez de ce qu'on attend de vous, faites des choses un peu inattendues. Alors, moi, pour revenir un peu sur la question de comment faire quand on a un travail mais qu'on n'a pas d'expérience, il faut essayer d'acquérir une expérience qu'on n'a pas encore alors qu'on doit manager un autre travail. C'est un peu la situation dans laquelle j'étais il y a 2 ans, où j'avais un travail de contrôleur de gestion dans une caisse de sécurité sociale, un travail 9h, 17h, un truc absolument pas passionnant du tout. Mais ça me permettait d'avoir quand même pas mal de temps libre le soir et même pendant le Covid, forcément, qui arrive à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis beaucoup intéressé à la blockchain. En même temps, ça prenait 10% par jour, donc c'était un peu bête de ne pas s'y intéresser. Et en fait, ce qui m'a surtout motivé à travailler, c'était d'avoir des projets. Si vous avez un projet, vous avez un objectif, et ça vous motive à travailler, à étudier, à savoir comment ça fonctionne. Moi, dans la blockchain, je ne savais pas coder une ligne de code à l'époque. Euh, j'ai commencé à vouloir faire des bots de trading, c'est-à-dire aller voir les smart contracts, comment ça fonctionne, apprendre à faire du Python, à utiliser les librairies qui interagissent avec la blockchain, etc. Et au fur et à mesure du temps passé à travailler sur des petits projets, au final, qui n'allaient probablement jamais m'apporter d'argent, un bot de trading qui faisait du front-running à l'époque, c'était quasiment essayer d'imaginer, enfin de prévoir le cours du Bitcoin avec un ça n'aurait absolument rien donné, mais ça me permettait d'acquérir des compétences et de l'expérience sur le fonctionnement. Surtout qu'à l'époque, en fait, il n'y a quasiment aucune formation qui vous donne ce genre de connaissances, mais il y a énormément d'informations sur Internet euh, qui peuvent, qui peuvent tout vous apprendre, quasiment presque. Et c'est au bout d'un an à travailler sur ce genre de projet que j'ai réussi à trouver ce travail chez Comet. Tout ça pour dire que Euh, si vous avez du temps libre, vous êtes un peu geek comme moi, c'est-à-dire que passe beaucoup de temps sur les ordi, vous pouvez avoir des petits projets qui peuvent vous donner cette expérience. Sachant qu'aujourd'hui, les gens qui ont cette expérience, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, vous allez toujours avoir cette expérience que vous allez acquérir, ce sera toujours aura de la valeur aussi. Voilà. Bon. Une chose intéressante. Je dirais une chose, l'expérience pour moi, c'est quelque chose qui est très difficilement compressible. Et surtout quand vous sortez d'école et que vous arrivez dans votre premier job. En tout cas, moi, c'était mon cas, parce que je me suis retrouvée face à des experts qui sont là depuis 10 ans, qui font des choses que j'imaginais même pas qui étaient possibles. Au début, c'était difficile de se dire bah, comment je fais pour rattraper tout ce qu'ils ont fait. Et la réponse, c'est j'ai pas à le faire puisque ça va venir en temps et en heure quand ce sera le moment. Et donc, l'expérience, voilà, il faut être patient, ça va venir. Mais il y a une chose que vous pouvez développer indépendamment de l'expérience, c'est votre capacité d'analyse et vos idées. C'est-à-dire, bah, même si vous n'avez pas 10 ans d'expérience derrière vous, vous avez une capacité à vous poser des questions, à faire le lien entre les choses. Et dans mon cas, personnellement, c'est ce que j'ai essayé de développer voilà, en essayant de creuser, en essayant de voir là où il manquait des choses. Et si vous arrivez, je pense, à mettre le doigt sur des choses auxquelles les autres ne pensent pas, c'est une grosse plus-value et je pense que vous en surprendrez plus d'un. Et je pense que ça peut valoir plusieurs années d'expérience, cette capacité-là d'analyse et d'anticipation des besoins des autres, dont ils ne se rendent pas compte dont ils ont besoin. Voilà, faire quoi? Je suis totalement d'accord, je vais essayer de synthétiser tout ça. Je suis totalement d'accord en fait, avec la majorité des informations. C'est juste, j'ai essayé de me mettre à votre place pour vous dire qu'est-ce que vous pouvez être apporté à faire là maintenant ensuite. Comme disait Carolina, si vous voulez, il s'agit juste de commencer à faire quelque chose, peu importe ce que vous voulez faire, commencer à vous intéresser à quelque chose et l'approfondir et essayer de comprendre tout ce qui recèle derrière. Et si par exemple, là, vous êtes aujourd'hui là parce que vous dites, je vais acheter du Bitcoin et ça va aller à 100K parce que j'ai envie de faire beaucoup d'argent, peut-être ce serait intéressant pour vous de vous intéresser un peu plus au mécanisme de Bitcoin, aux écosystèmes comme Ethereum qui, 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 qui,
qui propose en fait une multitude de projets qui se construisent autour d'Ethereum. Donc, par exemple, plutôt que de garder votre argent sur Binance, essayez de peut-être interagir avec des protocoles décentralisés, de comprendre comment ils fonctionnent. Et peut-être qu'effectivement, au fur et à mesure, vous allez apprendre et vous allez peut-être pouvoir fournir quelque chose, créer de la valeur. Et c'est comme ça, vous allez pouvoir générer de la valeur et pouvoir vous l'approprier de cette manière. Si votre objectif, c'est de faire de l'argent, il y a moins de probabilité que vous en fassiez que si vous êtes juste technique. Bon, pas votre domaine. Voilà. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Oui, bien sûr. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure euh, et rajouter une petite nuance. Tu as dit tout à l'heure, l'école, ça sert à rien. Et je pense qu'effectivement, pour un tas de gens, l'école est pas forcément adaptée. Et l'école formate et l'école peut reprocher un tas de choses à l'école. N'empêche que là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes déjà passé par les fourches connues de l'éducation nationale et vous êtes à un endroit maintenant où vous êtes plutôt à la fin. Euh, et donc, je ne pense pas que l'école serve à rien. Je pense qu'au contraire, le réseau que vous êtes en train de créer ici, c'est un réseau qui va vous porter pendant très très longtemps. On ne s'en rend pas compte au moment où on passe son diplôme, mais parmi les gens avec qui j'ai fait mes études aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, euh, aujourd'hui, j'ai voilà, des potes avec qui j'ai fait mes études qui sont entrepreneurs, qui ont monté des grosses boîtes, qui sont à la tête de gros départements dans des banques, dans des institutions publiques, qui vivent à l'étranger, qui travaillent pour des grosses boîtes. En fait, ce réseau-là, moi, au quotidien, je le milk à fond. Et voilà, c'est pas un pari sur l'avenir, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte. Euh, Certaines personnes avec qui vous avez établi des relations au sein de pendant vos études qui donneront peut-être lieu à des échanges incroyables plus tard dans votre vie. L'école ne sert pas à rien. La deuxième chose, c'est comment se créer de l'expérience avant d'avoir de l'expérience professionnelle. La blockchain offre une multitude d'opportunités d'en avoir. Et notamment, je pense au hackathon, et vous êtes au bon endroit avec Cryptosphère. C'est que dans le monde de la blockchain, le fait qu'il y ait plein d'écosystèmes différents, et dans chacun de ces écosystèmes, vous avez des gens un peu comme moi ou d'autres qui proposent à des jeunes entrepreneurs, à des jeunes développeurs, à des jeunes chercheurs, à des gens qui sont juste intéressés par le sujet, de venir participer le temps d'un week-end à un hackathon. Ça vous permet de vous frotter à des sujets complexes, d'y mettre votre touche, votre grain, et d'apprendre énormément. Et là où on se rejoint totalement, c'est l'expérience que vous forgez pendant ces hackathons. Ils peuvent vous amener à monter une boîte, à rejoindre une équipe, à rencontrer quelqu'un qui bosse dans une autre boîte et qui, lui, est là pour le temps d'un week-end, juste un peu se changer les idées, apprendre, découvrir de nouvelles choses, et donc étendre votre réseau. Ces opportunités-là, elles sont en or, il faut les saisir, et vous êtes avec la bonne association pour le faire. Trop bien, merci. Euh, Toutes vos réponses, il y a une chose qui se ressort en commun, c'est l'assiduité ou en tout cas l'automotivation de faire quelque chose. Euh, et donc, je me demandais quelles sont les routines, peut-être. Enfin, en ce moment, je pense que vous avez peut-être tous vu sur YouTube l'esprit shonen apporté par Inoxtag parce qu'il a monté l'Everest. Euh, et donc, cet esprit-là, j'ai l'impression il est un peu dans le fait d'entreprendre quelque chose pour soi. Donc, comment on se crée une routine en fait qui nous permet justement de cultiver cette automotivation, de, de- d'en apprendre plus en fait sur son expérience, enfin, de créer sa propre expérience. Ouais. Bon, déjà, oui, pour l'école, juste, je réponds rapidement. Pour l'école, je caricature évidemment. Je rentre dedans volontairement. Le plus important, c'est surtout ce que vous faites de votre temps libre et du temps que vous avez. Mais une chose est sûre, c'est que pour moi, la pratique, c'est vraiment un levier extraordinaire. Donc, il faut pratiquer. Maintenant, par rapport à la question sur l'assiduité, et finalement, comment on fait pour, je sais pas, pour avancer, développer et tout. J'ai une maigre expérience, je reste quand même assez jeune. Mais une chose dont je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, mes journées, moi, c'est les journées type d'un entrepreneur. C'est vraiment, je travaille du dimanche au vendredi. Mes horaires, c'est en moyenne, en général, c'est réveil à 7 heures. Je commence à bosser à 8h30. Euh, et l'idée, en fait, c'est après, c'est des journées où voilà, j'enchaîne différents sujets avec différents objectifs, mon équipe, donc soit ensemble, soit chacun de notre côté. Moi, mes journées type, c'est vraiment, donc voilà,
À 8h30, j'arrive à Station F, je commence à travailler. 12h, on part déjeuner avec mon équipe. Parfois, ça nous arrive d'avoir des réunions le matin. Et puis après, on reprend 13h30. J'ai des rendez-vous en général que je mets soit le matin très tôt, soit l'après-midi à partir de 13h30. Et donc après, j'enchaîne soit des rendez-vous physiques, soit des rendez-vous en visio, en call. J'ai aussi des sujets sur lesquels je bosse. Et je fais ça jusqu'à quelque chose comme 18h30, 19h. Et en général, j'ai toujours un événement le soir, de 19h à 23h, minuit, 1h du matin. Des soirées networking, des événements, ce genre de choses-là. Donc, effectivement, j'ai pas bénéficié du network dans les écoles sup. Mais du coup, je me suis fait mon propre réseau en sortant le soir, entre guillemets, sur mon temps libre, pour rencontrer du monde, pour challenger ma vision, challenger mon projet, mon idée, et pour avancer. Et, euh, et voilà, je fais ça en boucle. Après, ça évolue parfois. Ça m'arrive de faire des interventions dans d'autres salles, dans des salons, d'avoir des semaines un peu plus différentes. Mais dans l'ensemble, voilà. Euh, Et après, voilà, peut-être un élément qui est intéressant, c'est que quand je bosse, comme je bosse pour moi, je bosse aussi différemment. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment aujourd'hui ce qui m'a permis le plus d'avancer pour moi, c'est vraiment donc, comme je l'ai entendu, être drivé par quelque chose, avoir un objectif fort, une vision, un endroit où on veut aller. Euh, voilà, je pense que quand on a quelque chose qui nous anime, on peut aller beaucoup plus loin. L'esprit shonen, c'est en fin de compte, c'est avoir un objectif qui nous anime tellement que le matin, quand on n'aura pas envie de se lever, on se lève et on ira comme un combattant. Et donc, en fait, enfin, voilà, le plus important, ce serait, bah, voilà, ce serait de trouver votre why, trouver pourquoi, qu'est-ce qui vous anime dans la vie, qu'est-ce qui vous pousse à vous bouger le matin. Et, euh, et ça vous permettra de vous lever et d'accomplir de grandes choses. Donc, voilà. Euh, alors déjà, moi, le mot routine, il ne correspond pas du tout à qui je suis. Si vous avez déjà lu ces livres, Wonderful Habits, comment développer des routines extraordinaires, qui vous disent qu'il faut se lever à 5 heures du matin, méditer une demi-heure, prendre un petit déj à base de graines de chia, courir avant d'aller au travail, faire une sieste dans la journée au bureau, prendre du temps pour faire du journaling, pour se décharger de sa charge mentale, euh, passer du temps avec sa famille, c'est important. Bon, c'est mort, je ne sais pas faire ça du tout. Il faut savoir ce qui est important pour soi. Ce n'est pas une routine, mais c'est peut-être plutôt un mode d'emploi. Savoir ce qui est important pour soi, être sûr de faire de la place pour ces choses-là. Parce qu'en fait, tous les jobs sont prenants, que vous soyez entrepreneur ou caissier, il n'y a, y a pas un job qui vous laisse plus de temps pour vaquer à vos occupations. Donc, faire un plan et se dire, OK, ça, c'est les choses qui sont vraiment importantes pour moi. Et du coup, je bloque du temps pour que ces choses-là arrivent, se réalisent. Ça peut être, je sais pas, aller faire un foot avec ses potes, aller au cinéma au moins une fois par semaine. Enfin, faire un programme dans lequel vous êtes sûr que les choses importantes pour vous vont se réaliser. Et une fois que ça c'est fait, vous allez voir que le reste du temps va se remplir très, très, très vite. Et surtout, plus vous avancez dans la vie et plus vous avez besoin de consacrer du temps aux autres. Et donc, voilà, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants. Il n'y a pas beaucoup de temps dans la journée pour moi même. Euh, et comme voilà, une équipe, j'ai 15 personnes avec qui je travaille, il faut que je sois sûr que tous ces gens aient tous les éléments qu'il faut pour travailler. Donc en fait, moi, ma routine, c'est d'abord faire en sorte que tous les autres puissent avancer, que ce soit mes enfants, mes collaborateurs, mes partenaires, être sûr que tout le monde avance. Et à la fin, s'il reste un peu de temps, je le prends pour moi, en étant sûr d'avoir bloqué quand même 2, 3 moments dans ma semaine pour faire les choses importantes. Alors, du coup, si on se parle, on se raconte les choses importantes. Moi, je déjeune avec ma mère une fois par mois. C'est le truc important qui ne bouge pas, qui est bloqué dans mon agenda. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, j'emmène mes enfants à l'école quand je peux, assez souvent en fait. Ce qui me permet d'être à 8h20 au bureau et, euh, et après avoir un minimum de sommeil. Donc, aussi se dire que c'est des phases dans la vie, des phases où, quand j'ai monté ma première boîte, le seul objectif que j'avais en montant ma boîte, c'était d'avoir de la liberté. Donc, j'allais 2 ou 3 fois par semaine à la salle de sport. Vous avez vu que ça s'est arrêté. Je déjeunais avec mes amis, j'avais du temps pour lire. Voilà, c'était ça les choses importantes à l'époque. Puis quand on change de cycle dans sa vie, les choses importantes changent. Donc, on reshift tout ça.
un outil génial qu'un coach m'a donné une fois et que j'utilise toujours, c'est The Wheel of Life. Trouvez en 2 secondes si vous googlez la roue de la vie. The Wheel of Life, c'est un outil pour planifier son année en se disant, OK, j'ai 24 heures dans une journée, comment est-ce que je veux passer ces 24 heures pour l'année qui vient? Et en fonction de où vous en êtes dans votre vie, vous allez voir que vous allez avoir besoin de passer plus de temps en développement personnel, plus de temps sur entretenir mon corps, plus de temps sur entretenir la relation avec mes amis. Et tous les ans, refaire ça. Noël, voilà, c'est ma routine. Chaque année, je fais ça. Alors, moi, c'est un peu différent. Ce qui m'a motivé à garder une certaine assiduité dans le travail et les projets où j'avais commencé, je ne vais pas vous mentir, c'était l'appât du gain. C'était quand même une époque où vous mettiez 1 euro, le lendemain, il en valait deux. C'était un peu n'importe quoi. Et à l'époque, je travaillais quand même dans un taf qui me payait mal, qui ne m'intéressait pas. Je vivais dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés dans Paris. Je venais de passer un confinement dans cette chambre de bonne et j'avais quand même très peu de vision sur le futur. Et donc en fait, j'ai bossé comme un malade et c'est ça qui m'a motivé au fur et à mesure que je me sortir de situations qui ne me plaisaient pas, avec un travail qui ne m'intéressait pas et qui ne payait pas. Et donc au final, je ne suis pas devenu richissime grâce à la crypto, mais j'ai quand même acquis une expérience qui a quasiment tout autant de valeur et qui me permet d'avoir un travail aujourd'hui qui paye bien et qui est surtout hyper intéressant. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de s'ennuyer au travail et c'est la situation à laquelle j'étais il y a 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai un travail qui m'intéresse énormément dans une startup hyper sympa et qui paye bien. Voilà. En fait, j'étais dans une mauvaise situation et j'ai voulu m'en sortir et c'est ça qui m'a principalement motivé au final. Très bien. Bah, de mon côté, au quotidien, je fais une thèse. Une thèse, c'est un exercice à faire sur 3 ans. C'est un travail où on est censé être seul, mais encadré. Et ce qui me motive au quotidien, c'est en fait les personnes qui m'entourent et me dire pourquoi est-ce que je fais ce projet. Donc, en fait, lorsque vous allez monter vos propres projets, je pense que c'est une question importante donc à se poser, pourquoi vous le faites, et surtout de vous entourer des gens pour qui en fait vous faites votre projet. Si vous montez une application de paiement, bah, entourez-vous de gens qui vont utiliser cette application de paiement. Et dans mon cas, je fais de la sécurité, donc très régulièrement, je parle avec les gens euh, qui codent les applications que moi je veux sécuriser. Et c'est ça qui m'apporte de la motivation, c'est de me dire, bah, si j'arrive à faire fonctionner ma méthodologie, bah, demain, peut-être ça les aidera au quotidien. Et je pense que c'est fort, donc c'est une manière de prendre de son énergie bah, de votre entourage. Parfois, certes, dans la majorité des cas ou dans ce qui se dit, vous devez puiser au fond de vous. Mais je pense qu'il y a également de l'énergie à puiser dans votre environnement, dans les gens que vous rencontrez. Et c'est ça aussi qui, parfois, quand des cycles au bas, bah, c'est ça qui vous ramène voilà, dans le positif et qui vous fait avancer et aller surtout sur le bon chemin. Parce que bah, si on se focalise trop sur nous et qu'on ne regarde pas assez ailleurs, bah, on ce pourquoi, ce qu'on veut faire. Donc, Super. Moi, je rejoins totalement Ethan et Carolina. En fait, si vous voulez accomplir quelque chose, je pense que l'important, c'est vraiment d'être drivé par ce que vous voulez accomplir, d'être convaincu que ce que vous faites, ça va marcher, ou que ce que vous faites, ça a un intérêt, que ça va servir à l'intérêt commun. Et ça, moi, j'étais vraiment ce que j'essaie de faire. Ça va déjà, j'ai occupé constamment dans l'esprit l'idée de le faire. Mais surtout, il faut se fixer des objectifs, mais surtout des critères à remplir chaque jour, chaque chose. C'est pour ça qu'en fait, il m'en parlait dans son esprit Kaizen, c'est faire 1% chaque jour de plus, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est l'idée de juste faire quelque chose, le refaire un autre truc, faire encore autre chose. Et petit à petit, en fait, c'est vrai, même si c'est un peu simple. Pour revenir sur le sujet de l'école, euh, euh, et du coup, voilà, être drivé et faire plein de avancer progressivement. Mais aussi, moi, j'ai juste un petit problème, c'est que en ce moment, par exemple, j'ai du mal à dormir parce que je pense trop à certaines choses et du coup, c'est important aussi de trouver la stabilité. Donc, c'est important d'avoir du sommeil, c'est important de faire de l'exercice, c'est important de voir ses amis, c'est important de bien manger. C'est 4 choses assez importantes. Il faut trouver la stabilité dans tout ça, mais le problème
principal, c'est vraiment de trouver votre passion. En fait. Bah, après, si vous ne trouvez pas de passion, c'est OK, vous avez le droit de faire quelque chose de normal, on est tous normaux aussi. Pour, pour ces réponses très motivantes et personnelles aussi. Est-ce qu'on a encore 5-6 minutes? Pas plus? Ok. Bon, bah, du coup, la dernière question, c'est est-ce que vous pourriez nous donner une anecdote où il y a eu un jour où vous vous êtes dit, là, c'est bon, je quitte, j'arrête, et, ou une anecdote où vous vous êtes dit, ah ouais, là, je suis vraiment là où en fait je devrais être. Moi, c'est très simple. J'ai monté ma première boîte. Ça faisait 5 ans que je travaillais chez Publicis. J'avais, j'avais pas l'impression de servir un propos qui était plus grand que moi, quoi. J'aimais bien cette boîte, mais je trouvais que vendre de la publicité, in fine, c'était pas une cause très noble. Euh, et donc, je me suis dit, je suis pas à ma place, il faut que je fasse autre chose. Donc, j'ai monté ma première boîte. Je savais pas à l'époque, j'allais en monter plusieurs, mais celle-là s'appelait DFC, ça voulait dire David's First Company. Euh, voilà, c'était un nom simple. Euh, le moment où je me suis dit, je suis à ma place, en rentrant des États-Unis, je savais que je voulais intégrer un certain nombre de choses que j'avais aux US, mais que je ne retrouvais pas en France. Euh, et donc, j'étais extrêmement motivé dans cette idée de combiner à la fois de la recherche, de l'entrepreneuriat, d'aider les autres, d'être vraiment assez deep dans la couche basse de la tech. Euh, et donc, tout ça, ça a été des ingrédients qui ont fait que j'ai créé Commons. Et donc, Commons, c'est une fondation. C'est pas extrêmement simple de monter une fondation. Quand on a créé des startups avant, c'est un autre délire. De financer ce projet, qui n'était pas un projet qui se finançait avec un seed round, mais il fallait beaucoup de moyens pour le faire. Et donc, quand j'ai réussi à faire exactement tout ce que je voulais faire, c'est-à-dire j'ai mis tous les ingrédients que je voulais là-dedans, et quelqu'un m'a dit, ah, mais c'est super, tu as trouvé un truc exactement pour toi. C'est pas exactement, j'ai créé le modèle qui m'allait bien et qui contenait tout ce que je voulais mettre dedans. Donc ça, c'est l'aboutissement de Commons. Mais j'ai 41 ans et pendant les 15 dernières années, j'ai fait beaucoup de projets qui n'ont pas du tout apporté ce que celui-là m'apporte. Et donc, c'est itératif. Faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et c'est même pas fini ou pas simple actuellement. C'est quand même un moment où je me dis, je suis bien, j'aime bien ce que je fais. À un moment donné, j'avais été super déçu par l'écosystème Ethereum parce que, particulièrement, c'était à un moment donné où ça arrive dans des protocoles particuliers qui dérivent des règles pool. Et j'avais des connaissances qui, euh, qui connaissaient, euh, qui connaissaient d'autres connaissances qui avaient fait des méfaits. Et je leur avais dit, faites attention, vous êtes associé à ce genre de personnes. Ces personnes-là me disaient, non, mais c'est OK, de toute façon, on va faire gagner de l'argent. Et moi, j'avais trouvé ça juste pas correspondant à l'esprit de la crypto. Parce qu'en fait, la crypto, ça naît quand même d'un esprit libertaire et égalitaire. Et du coup, ça m'a déçu, mais à l'opposé, j'ai aussi participé à des petits projets de sites communautaires avec des amis. On a monté quelque chose juste parce qu'on kiffait le projet. Et en fait, on a été récompensé plus tard parce que la team nous a reconnus et nous a mis en avant de cette manière. Et du coup, ça fait aussi plaisir de voir que, en fait, l'écosystème crypto, il est très extrémiste. Enfin, on a des extrêmes des deux côtés. On a des personnes qui sont là uniquement parce qu'elles sont intéressées par l'argent, mais on a des personnes qui sont là uniquement parce qu'elles sont intéressées par les valeurs que nous permettent de développer. Du coup, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire dans la vie. Je peux continuer. Ouais, c'est plus peut-être personnel. Le moment, en fait, il y a certains d'entre vous, vous êtes là parce que vous êtes intéressés par la blockchain. Certains d'entre vous vont continuer dans un, dans un cursus classique, peut-être faire de la finance ou peut-être faire voilà, des métiers plus classiques. Et certains d'entre vous vont sauter le pas et vont travailler dans le Web3. Et en fait, c'est une décision, d'ailleurs, voilà, c'est pas évident de se dire, bon, bah, on va se spécialiser dans ce domaine. Moi, ouais, je m'étais posé la question, mes parents, mon père qui me disait, les cryptos, le Bitcoin, Internet, enfin, s'il n'y a plus Internet, tout ça, ça disparaît. Enfin,
toutes ces discussions où des gens qui vous sont proches remettent en question ce sur quoi vous travaillez. Et vous aurez ces questions. Et si vous continuez dans ce domaine-là, il faut avoir une réponse toute prête. Il faut être prêt à tout le temps en discuter quand ça vous plaît. Et donc, voilà, c'est des moments où bah, faut savoir pourquoi on y va. Si vous y allez et que vous n'êtes pas convaincu, bah, à un moment, ça va être difficile. Vous allez dire, mais pourquoi je suis là-dedans, en fait? Donc, il faut vraiment comprendre pourquoi vous êtes là-dedans. Et, 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 et voilà, et se dire, bah, qu'est-ce que j'ai à contribuer. Et le moment positif, c'était bah, quand on fait un hackathon et quand on gagne et que c'est notre premier hackathon et qu'il y a plein de gens qui disent que ce qu'on a fait, c'est utile, bah, c'est cool. Voilà. Et on peut contribuer à rendre des choses meilleures. Voilà. Moi, je dirais les moments difficiles, c'est souvent les moments où je me suis fait scammer. Parce qu'il y en a Ouais. eu il y en a eu quelques fois quand même. C'est comme ça qu'on apprend. C'est souvent des leçons onéreuses. Euh, souvent, quand en fait, quand on bidouille la blockchain, on bidouille des smart contracts, on essaye des trucs et on joue avec de l'argent bien réel, souvent il y a un petit retour de flamme. Ces moments sont un peu durs, mais effectivement, il faut les prendre aussi comme une leçon. Et je pense qu'un moment qui m'a fait bien plaisir, c'est quand je suis rentré chez Comet, et Comet a un jeu sur la blockchain, c'est un trading card game des plus classiques. Et je me suis retrouvé à gérer tous les smart contracts de ce jeu, puisqu'il n'y avait personne d'autre pour le faire, et j'avais une capacité de le faire. Et je trouve que c'est assez sympa de voir aujourd'hui des milliers de personnes jouer avec des smart contracts que j'ai codés. C'est plaisir de voir ce travail accompli utilisé par des milliers de personnes pour des centaines de milliers de jeux. Et notre jeu. Et du coup, je vais terminer avec une petite anecdote aussi de mon côté. Euh, j'ai lancé de nombreux projets dans le Web3, une collection d'NFT en 2021 qui n'a pas du tout marché. La grosse désillusion, tu travailles pendant 3 mois pour préparer la techno, pour préparer, pour tenter de créer une communauté et tout, ça marche pas. Bon. Euh, et des désillusions comme ça, il y en a eu plusieurs euh, dans tous les projets que j'ai lancés, enfin en tout cas au début. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais ces trucs-là, tu y vas à fond et qu'après tu crois en toi, tu sais que au bout d'un moment, à force d'enfoncer des portes, il y en a forcément une qui va s'ouvrir. Et donc c'est comme ça qu'on a continué. Premier hackathon, je suis entièrement d'accord. La sensation de gagner, c'est extraordinaire, surtout que nous, en fait, on avait 1 milliard de raisons de ne pas gagner. Euh, Il y avait, c'est un hackathon en 2 phases. Sur les 10 projets qui ont été retenus pour la première phase, on était le 11e. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'était pas du tout prévu. C'est juste un mec de l'équipe qui a dit au CEO de la boîte, qui a dit, écoutez, on a vu tous les projets, machin, mais il y a ce projet-là enfin, qui est assez curieux. C'est vrai que leur techno, elle marchait pas. Leur présentation, enfin, elle était pourrie, on comprenait rien. Mais il y a une petite lumière, et il nous a dit, OK, le CEO a décidé de nous laisser une deuxième chance. Et à partir de là, en fait, nous, on s'est dit, OK, bon, on a 2 jours pour écrire l'histoire, 2 jours pour changer en fait le destin. Et à ce moment-là, on a charbonné comme jamais. Enfin, tous les autres groupes avaient déjà leur solution qui fonctionnait, leur presse qui était déjà impeccable et tout. Donc nous, on avait 2,5 jours pour pouvoir sortir quelque chose qui marche pour la démo et savoir l'expliquer et le présenter simplement. Et du coup, à ce moment-là, bah, on réalise, en tout cas, ce qui était pour nous à l'époque avec nos connaissances et qui ont été un exploit. On gagne ce hackathon-là. Et donc, on passe OK, on va perdre. Ce qu'on a fait, c'était pas convaincant, hein. Finalement, on retourne la situation. Mais après, à partir de là, bah, c'était extraordinaire. J'ai ressenti après la même chose quand je suis arrivé à Station F. Donc, tu as l'impression avant d'arriver à Station F que c'est incroyable, que tu es inarrêtable. Tu as Binance qui te soutient, qui te pousse, qui croit en toi. C'est grâce à eux que tu intègres Station F. Tu te dis, OK, on va tout défoncer, on va tout déchirer. Et le premier jour où je rentre à Station F, je me rends compte qu'en fin de compte, enfin, je me rends compte que je suis tellement personne, j'ai tellement aucune connaissance, et que moi, du coup, je vais lancer une startup. Et là, je me dis, OK, là, là, ça va être quelque chose. Dans le Web3 en plus, bien sûr, parce que sinon, c'est trop simple. Et au final, à la fin, tu t'accroches, tu avances, et la victoire, c'est de se dire que bah, maintenant, si je regarde est-ce que j'ai 1 an et demi en arrière, c'était la meilleure décision de ma vie. Et grâce à ça, je suis en train de me faire extrêmement plaisir. Et donc voilà. Donc le message, c'est juste d'y aller et de s'investir et tout donner pour gagner, quoi.
où vous pouvez détenir vos clés privées, donc être détenteur de vos cryptos, ce qui est un peu le concept en fait. C'est de ne pas avoir d'entité qui contrôle un objet de valeur. Voilà. Sécuriser, sécuriser sur des hardware comme Ledger. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Pardon, avant d'applaudir. Est-ce que... Oui, oui, vas-y, Pierre. Bah, Je ne sais pas si c'est une question, peut-être sur ton témoignage. Je pense qu'il y a 2 semaines, avec mon taf, on était allé voir le film, en gros, sur Ethereum, sur Vitalik plus particulièrement. Et un petit moment qui est consacré un peu, où on discute un peu. En fait, Vitalik a du coup créé cette blockchain qui est censorship, distant, decentralized, etc. Et tu vois en fait, que c'est le principe, hein, que ce soit libertarien, etc., que tu as plein de choses qui arrivent dessus, beaucoup de scams. Dans le documentaire, il parlait de la Corée du Nord, etc. Euh, Comment est-ce que parfois, parce que moi parfois je doute un peu, tu vas à des salons NFT, tu vois que du bullshit, tu vois que des projets vraiment bizarres, comment est-ce que tu prends du recul et tu te dis, est-ce que je suis vraiment dans la bonne voie? Est-ce que je suis euh, avec les gentils? Euh, et est-ce que vous avez déjà douté vous personnellement? Comment est-ce que vous avez confirmé le fait que vous étiez dans la bonne voie, en fait? Ouais, du coup, je prends le micro pour te répondre. Nous, en fait, la solution qu'on a développée, donc elle permet, donc c'est une solution de paiement. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, très tôt, j'ai trouvé la technologie blockchain vraiment super intéressante. Tu peux faire des transferts d'argent d'un bout à l'autre du monde en quelques secondes. C'est simple, c'est rapide, il n'y a pas d'intermédiaire. Enfin, la proposition a été incroyable. Moi, ma vision, en tout cas, avec mon projet, ça a toujours été depuis le début de rendre mon service accessible aux personnes du Web 2. Toutes les personnes qui connaissent rien au wallet et tout. Enfin, c'était un peu mon combat. Je me souviens qu'à l'époque, je sais pas à quel point c'était développé, mais je sais qu'il y avait des gens qui allaient contre moi, qui étaient des puristes et tout. Euh, mais, mais je pense que ce que je pourrais te dire, c'est qu'en fin de compte, ce que tu ressens au fond de toi ne te trahira jamais. Le plus important, c'est de savoir pourquoi toi, tu décides d'aller là-bas. Et, euh, et finalement, à la fin, tu te rends compte qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde parle de faire des solutions d'onboarding qui sont où tu caches la blockchain, tu l'intègres dans des services avec un système d'email comme on fait tous, enfin, l'authentification avec ton compte Google ou n'importe quoi. Là où à l'époque, ça posait des problèmes par rapport au stockage des clés privées et tout. Et c'est vrai qu'il y a un sujet. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui n'utilise pas la blockchain, bah, j'ai envie de te dire, déjà, on l'onboard facilement. Et le jour où il voudra reprendre ses clés privées, on lui donnera. Donc, euh, donc voilà, moi, ça, c'est ma vision. J'ai cru, en tout cas, dès que j'ai commencé. Et, euh, et aujourd'hui, je pense, en tout cas, elle est toujours d'actualité. Donc voilà, je te dirais, fais-toi confiance, vas-y. Et au pire, tu te trompes, c'est pas grave, t'apprends et tu l'as fait évoluer. Bah, du coup, la question que tu poses, c'est celle que posent les gens, quoi. Pourquoi tu es dans les cryptos? Pourquoi tu es encore dans les cryptos, quoi? La réponse que je donne, c'est le fruit d'une réflexion du coup de long terme, qui est que aujourd'hui, on est dans un monde qui va être de plus en plus cashless dans plein de pays, notamment, je sais pas, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, on n'utilise plus du tout de monnaie. Et on sait que le projet de l'Europe, c'est d'avoir l'euro numérique dans pas longtemps. Et donc, qui dit euro numérique dit un traçage de toutes tes transactions. Et en fait, en sécurité, on a le principe de séparation des identités qui, en France, fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire, bah, votre banque, elle ne connaît pas vos données médicales et votre médecin ne connaît pas vos déplacements vous êtes allé avec la SNCF. Il y a des pays où ce n'est pas le cas. Vous donnez votre carte d'identité à l'aéroport et vous n'avez même pas besoin de boarding pass. Ils savent déjà où vous allez et ce que vous faites. Et je trouve qu'en France, on a encore la chance d'avoir cette séparation d'identité. Et du coup, pour aller au fond de ma pensée, c'est que bah, si on a un monde où on n'a plus de cash, on n'a que de l'euro numérique qui est tracé par la Banque centrale et qui du coup est repartagé à tous les gouvernements, bah, moi personnellement, ça me pose problème. Et bah, les cryptos, aujourd'hui, restent une zone grise qui permet de se dire que bah, si un jour il y a quelqu'un qui a un problème, bah, ça, c'est une alternative. Et donc, je travaille dans ce but-là, dans la construction d'une alternative au cas où on ne sait jamais. Les gouvernements aujourd'hui en Europe, on va dire, enfin,
il est gentil, mais voilà, il y a plein de systèmes politiques qui changent. On voit quand même ce qui se passe politiquement. Et je trouve que c'est bien de contribuer à une alternative. Voilà. J'aime bien ta question, effectivement. Parfois, on se demande ce qu'on fait encore là. La blockchain, ça peut être aussi un. Enfin, je me suis souvent posé la question, souvent du point de vue de la complexité de la blockchain. Je travaille avec des développeurs de jeux vidéo qui ne sont pas du tout blockchain et je peux vous dire qu'il y a des moments, ils sont absolument marre de la blockchain parce que c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher le récip d'une PX sur un RPC pour avoir la confirmation d'une transaction dans le jeu, alors que ça aurait été beaucoup plus simple d'avoir une base de données centralisée chez nous. Mais après, j'aime bien comparer la blockchain à Internet et les ordinateurs, où à une certaine époque, Internet et les ordinateurs, ça avait l'air d'une complexité absolue, que personne n'allait pouvoir l'utiliser dans le futur et que ça n'avait aucun avenir. Je dis que la blockchain, aujourd'hui, bah, c'est un peu la même chose. C'est encore très compliqué. Enfin, ça demande quand même pas mal de connaissances. Il y a une barrière à l'entrée assez importante. Mais je pense que dans les années à venir, on mettra en place des outils, des protocoles qui permettront de faciliter l'onboarding et d'avoir une plus grande adoption de. La question que tu poses, elle est fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Euh, Globalement, moi, la raison pour laquelle je suis dedans, c'est assez simple. Euh, j'ai vu de très près en Silicon Valley que tout le monde se posait la question comment la tech peut faire mieux ce qu'elle fait. Et on est depuis une vingtaine d'années dans une crise globale de la confiance. Confiance institutionnelle, confiance dans les gouvernements, dans la politique, dans la justice, dans les systèmes médicaux. Globalement, c'est une crise globalisée de la confiance. Et la blockchain, c'est un outil magnifique pour créer des preuves, okay, et recréer une couche de confiance. Ma vision et la raison pour laquelle je suis là, c'est si on pousse dans la bonne direction, on va réussir à utiliser la blockchain pour réparer cette crise de la confiance. Amener des solutions, en tout cas. Je ne crois pas du tout à cette vision de la fin des banques. La blockchain, c'est qui est même pas, je suis même pas d'accord avec le fait que ce soit la vision initiale de la blockchain, la vision libertarienne. C'est une vision, mais en tout cas, je ne suis pas du tout aligné avec cette idée de dire l'adoption de la blockchain, c'est toi, moi et nous tous ici, on va avoir notre propre wallet et puis on va s'échanger de la valeur entre nous et il n'y aura plus de banques. Non. Je crois par contre que les banques vont intégrer des solutions qui, elles, reposent sur la blockchain, qui vont permettre de faire remonter le niveau de confiance de manière fondamentale. Si on fait bien notre taf et que les institutions publiques font la même chose, elles intègrent des solutions sur la blockchain, on en parlait avec certains d'entre vous avant, si les gouvernements intègrent des solutions de blockchain pour le vote, par exemple, il n'y aura plus jamais un président qui pourra dire on m'a volé des élections. On aura des élections on-chain avec une notion de privacy importante. Il faudra trouver les solutions pour anonymiser les votes des gens pour qu'on ne puisse pas te traquer. Mais on sera capable de dire, OK, chaque parti va nommer une société en charge de l'audit et puis on pourra prouver que les résultats des élections sont effectivement les résultats des élections. Il n'y a pas eu de fraude. Et ça, c'est la raison pour laquelle je suis dedans, moi. Et je pense que c'est une des raisons que pas beaucoup de gens ont vues. Et donc, ça m'a d'autant plus motivé à faire quelque chose qui vienne convaincre le plus de gens possible que la blockchain peut faire beaucoup plus que de l'échange de crypto. Et donc, tu trouveras dans tous les systèmes, notamment les systèmes où tu as beaucoup d'argent, parce que c'est ce qui se passe dans les écosystèmes de blockchain, il y a énormément d'argent qui circule. Donc, tu trouveras dans tous ces systèmes beaucoup de parasites, des gens qui viennent que pour extraire de la valeur et s'en aller. Mais c'est en fait c'est anecdotique. Tu peux en avoir plein tout le temps et puis c'est pas grave. Ils vont venir, ils vont partir. Parfois, ils vont gagner, parfois, ils vont perdre. Mais globalement, les gens qui font avancer le système sont des gens qui croient au potentiel final de la blockchain. Si tu compares aussi avec d'autres technos qui ont été, enfin, qu'on pourrait imaginer un peu similaires, je regarde l'IA. L'IA, ça fait 70 ans que l'intelligence artificielle telle qu'on en parle aujourd'hui existe. Les premiers papiers de recherche, c'est la Dartmouth Conference en 1956. Et il y a eu il y a eu des AI Winter, comme nous on parle de crypto Winter. On a eu plein. Des moments où plus personne ne voulait investir dans l'IA parce que bon, les cas d'usage ne sont pas là, on n'a pas les bons jeux de données, on n'a pas la puissance de calcul. Voilà. Et en fait, 70 ans plus tard, on commence à avoir de l'IA partout, totalement pervasif dans ton téléphone, dans ta cuisine. Et ça y est, quoi. Donc, je pense qu'on arrive à un niveau de maturité. Si on compare avec la blockchain, ça fait 15 ans.
un peu plus pour les puristes, parce que les premiers papiers de blockchain montent un peu plus loin, mais la blockchain Bitcoin, le white paper Satoshi Nakamoto, c'est une quinzaine d'années. On est au tout début du process d'adoption, vraiment au tout début. Donc, il faut imaginer que pour vous, qui peut-être vous projetez dans des carrières, il y a énormément d'opportunités. Vous pouvez avoir un vrai impact. Il y a 28 millions de développeurs dans le monde, il n'y en a même pas 100 000 qui travaillent sur des sujets blockchain. Donc, il y a mécaniquement en fait, un gros appel d'air pour dire si vous voulez bosser dans la blockchain, il y aura des opportunités. C'était juste ma... Total désaccord avec toi, avec tout l'aspect, sur l'aspect des banques qui peut être intégré au sein de la blockchain. Alors, oui, on peut dire ça, mais ça serait masquer le fait que en fait, la confiance en les banques, elle ne peut pas être acquise, parce que par défaut, la banque est opaque. Alors, c'est bien de la rendre transparente, mais il y aura toujours des limites à ce qu'on peut faire. Et ok, on peut faire des trade-offs, mais à un moment donné aussi, il faut aussi pouvoir commit à quelque chose de, euh, de sérieux et de totalement sans possibilité de single point of failure. Donc ça, c'est important. Et du coup, je suis quand même d'accord sur le fait qu'il faut toujours garder l'optimisme et que blockchain, c'est un secteur qui est en pleine expansion, qui va progresser énormément dans les années à venir. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait de vouloir accueillir les banques et se marketer en tant que blockchainiste parce qu'il y a des conditions à respecter si on veut correspondre aux valeurs de la crypto. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste dire OK, on fait de la crypto maintenant. Merci. Je pense que ouais, on va, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.